Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans Vital, notre émission santé. On se retrouvera désormais 2 fois par mois pour parler de santé. Aujourd'hui, on va parler du Covid. Ce ne sera pas toujours le cas, mais c'est aujourd'hui une nécessité pour en parler. Philippe Malburny est avec nous pour présenter avec moi cette émission et on reçoit Philippe Devos. Merci. Bonsoir. D'être là. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être là. On a devant nous 35 minutes pour aborder les thèmes qui vous préoccupent, les questions que vous, les téléspectateurs, vous nous avez envoyées. Avant ça, je vous propose qu'on refasse le point sur la situation du jour. Elle évolue beaucoup ces temps-ci. Et on commence avec l'annonce de l'infectiologue Yves Van Latten. C'était une annonce qu'il a faite ce matin et on va l'écouter. Le point le plus chaud actuellement sur le territoire en nombre de nouveaux cas est très clairement la province de Liège, où dans l'absolu, on détectait en moyenne 1424 nouveaux cas par jour durant les 7 derniers jours, ce qui est une augmentation de 93% par rapport à la semaine précédente. Très proche de la province de Liège, la province du Hainaut, avec 1327 nouveaux cas, soit une augmentation de 107%. Après ces deux provinces viennent Bruxelles et Anvers. Bruxelles avec 1174 nouveaux cas et Anvers avec 802 nouveaux cas, essentiellement pour Anvers, centré sur la ville d'Anvers et la deuxième plus grande ville de la province, la ville de Malines. Alors le terme de tsunami belge a même été employé par la presse internationale, une position pour la Wallonie et pour Liège peu enviable. Philippe Devos, quelle est la situation dans les hôpitaux, dans votre hôpital au Mont-Légien, puisqu'on veut parler évidemment de faits concrets? Donc aujourd'hui, on a pris la décision d'arrêter toutes les opérations non urgentes. Donc on ne fait plus que les urgences sur Mont-Légien. C'est déjà le cas au CHU de Liège depuis la semaine dernière. Et la Citadelle va suivre au courant de la semaine. Donc voilà, c'est branle-bas de combat. On a appelé tous les médecins de l'hôpital à se tenir disponibles pour soigner des patients Covid dans les prochains jours et donc à pouvoir arrêter éventuellement leurs consultations et autres choses qu'ils font en dehors de l'hôpital pour venir aider. Donc voilà, on se prépare en tout cas à quelque chose qui va être plus important que la première vague. Maintenant, c'est devenu irrémédiable pour la province de Liège. Par rapport à mars, on s'est vu beaucoup évidemment depuis mars. Par rapport à mars, la situation, est-ce qu'elle est identique? Est-ce qu'elle est pire? Alors, aujourd'hui, on voit que la courbe des hospitalisations, donc le nombre d'hospitalisations qu'on a par jour, est exactement au même pic que ce qu'on a vécu au pire du mois d'avril, c'est-à-dire que ce qu'on a vécu pile 14 jours après le lockdown, puisque, pour rappel, il avait fallu 14 jours pour avoir un délai de réponse. Donc ça, c'est la courbe au niveau des hôpitaux. Et au niveau d'hospitalisation, donc du nombre de patients hospitalisés, on voit ici sur la courbe que on prend le même chemin, mais on n'est pas encore au nombre d'hospitalisations du mois d'avril. Mais malheureusement, on voit que les courbes se ressemblent quand même très fortes entre ce qui est arrivé et ce qui est aujourd'hui. Cette courbe-là, elle montre ce qui se passe sur la province de Liège. Oui. Et elle est intéressante parce qu'on comprend que pour infléchir une courbe, il faut du temps. Ça ne se passe pas comme ça. En mars, ça avait pris du temps. Et c'est ça qui est inquiétant. Oui, donc d'où le fait qu'on a arrêté le programme opératoire dans 2 hôpitaux et bientôt tous, parce que mes collègues me disent que ça va être rapidement tous. C'est qu'il y a une inertie au système. On n'arrête pas le système en un coup. On sait de la première vague qu'il faut au moins 15 jours. Et voilà, Sciences Anno nous dit le nombre de patients qui vont rentrer aux urgences va doubler dans les 5 prochains jours et puis va encore doubler dans les 4 prochains jours. Donc ça veut dire qu'on va prendre un 2 x 2 sur 9 jours. Donc c'est ça qui va être terrible à absorber. Un hôpital comme le mien, c'est environ 50 hospitalisations par jour venant des urgences de cas urgents cette semaine, la semaine dernière. Ça veut dire qu'on en aura 100 par jour à partir de 5 jours, 200 par jour dans 4 jours. Quand on a 800 lits, 200 par jour, on comprend bien qu'à un moment donné, ça va être down. Non, c'est évidemment ce dont on parle, c'est les risques de saturation, évidemment, de notre système de soins de santé. Si des décisions sont prises, et parfois elles sont douloureuses, c'est pour éviter cet engorgement. Je tiens à dire qu'il y a beaucoup de personnes aussi sur le web, sur la page Facebook. On vous remercie évidemment d'être là, ça fait plaisir de vous avoir, d'avoir vos questions, d'avoir vos remerciements pour le docteur Devos d'être présent sur le plateau. Et à propos de questions, je vais tout de suite vous en poser une qui vient de Liliane. Et il y en a plusieurs qui
ressemble un peu à ça sur les hôpitaux. Ne devrait-il pas obliger le gouvernement à investir dans les soins de santé pour protéger la population? Enfermer les gens en quelque sorte et les confiner ne fait que repousser les vagues. Alors croyez bien que ça, investir dans la santé, ça fait 10 ans qu'on le demande. Hein. Ça fait malheureusement 10 ans qu'on réduit le budget par rapport aux besoins. Donc le budget est croissant, mais les besoins sont plus croissants que le budget parce que la population vieillit et s'agrandit. Donc effectivement, on paye là au moins 10 années d'économie. Le Premier ministre qui a fait des économies en soins de santé, c'est Frank van den Broek. Tiens donc. Que l'on retrouve, mais voilà, alors ici, c'est trop tard. On ne va pas savoir brutalement lâcher les moyens, construire des nouveaux hôpitaux et surtout former du personnel. Je rappelle qu'un médecin, c'est quand même 6 années pour être formé. Une infirmière, c'est 4 années pour être formée. Les former en 6 mois, c'était du rêve total. Voilà, ici, on va devoir faire avec les moyens qu'on a. On espérait avoir de l'aide de l'armée. Les directeurs médicaux nous ont appris que l'armée ne saurait pas venir aider en province de Liège. Donc, quand je parle d'armée, c'est infirmières et médecins de l'armée. Hein. L'armée pourra aider, mais parce qu'ils n'ont plus assez de personnel non plus infirmier et médical. Donc, ils ne seront pas aidés. Ils ne sauront même pas recevoir dans l'hôpital militaire une quantité significative de patients puisqu'ils n'ont pas de personnel non plus. Ils souffrent de la même chose que nous. On a 20% globalement en moyenne dans les hôpitaux d'infirmières malades pour le moment, parce que les gens s'en rendent probablement compte. Pour le moment, là, il y a énormément de gens malades en province de Liège, c'est ce qui fait que les hôpitaux saturent, mais les infirmières aussi sont touchées, les médecins aussi sont touchés. J'ai 3 collègues, rien que sur la journée d'aujourd'hui, qui m'ont appris qu'ils étaient à la maison avec de la fièvre. Donc voilà, c'est la difficulté. Des murs, on en aura toujours. Mettre de l'argent maintenant sur la table, on pourrait en avoir. Mais on en fera quoi de l'argent? Rien s'il n'y a pas de main qualifiée pour en faire quelque chose. Puisque vous parlez de ça, je vous propose qu'on regarde ce qui s'est passé dans votre hôpital. C'était la semaine passée. On est allé justement parler aux gens de terrain sur cette saturation. Et je propose qu'on regarde tout de suite le reportage et on réagit après. Le personnel soignant du CHC Montlhégiat fait face à une surcharge de travail. En effet, l'unité Covid-19 de la clinique se remplit de façon alarmante. Le nombre d'admissions augmente depuis quelques jours. 10 lits sur 12 sont déjà occupés dans la section soins intensifs. Clairement, nous manquons de main-d'œuvre au point de vue infirmier et médical. Qu'est-ce qui va être mis en place pour pallier en fait à ça? Nous devons penser à une réduction de l'activité programmée, ce qui va être mis en place. Et je ne sais pas, d'autres solutions, peut-être faire appel à des gens extérieurs, qui soient qualifiés ou non, parce que je pense que nous allons vraiment manquer d'effectifs. Le personnel n'est pas non plus épargné par le coronavirus et le nombre d'infections augmente parmi les soignants. Vu cette situation critique, certains membres du personnel contaminés ne passent même plus par une phase de quarantaine. Aujourd'hui, on demande au personnel qui est PCR positif asymptomatique s'il veut bien venir nous aider en travaillant avec nous sur le terrain, évidemment en respectant strictement les règles sanitaires, donc la distanciation, le lavage de mains, le port du masque, mais aussi et surtout de manger seul et pas avec les collègues pour ne pas transmettre le virus. Mais évidemment, c'est très compliqué de demander à ces personnes de venir travailler avec nous. La fatigue des mois derniers ne s'est pas estompée et la direction en est consciente. Un numéro de téléphone a d'ailleurs été transmis aux unités de soins Covid afin que les membres du personnel puissent contacter un psychologue en cas de besoin. Actuellement, je sens que c'est difficile au point de vue, justement, par ce manque d'effectifs. La prise en charge des patients nous paraît moins optimale et donc, moralement, c'est difficile d'assumer tous les jours. La question de doubler le nombre de lits pour les patients Covid se pose donc déjà. Dans ce cas de figure, 50% des soins intensifs seraient donc occupés par des patients atteints du coronavirus. Mais pour l'instant, le personnel médical recommande la vigilance et conseille aux personnes à risque de se protéger un maximum pour les semaines à venir. Voilà, on voit que la situation elle est critique. On entend même dire que du personnel asymptomatique mais positif vient travailler dans des conditions très strictes évidemment, mais vient travailler. Oui, c'est le cas dans tous les hôpitaux de la province. On n'a plus le choix. C'est ça ou avoir des malades sans surveillance, donc on n'a pas le choix.
On a fait appel à tout ce qu'on pouvait en dehors, et je le fais encore, appel à toutes les infirmières qui auraient du temps à nous consacrer aux hôpitaux. Elles sont les bienvenues partout. On a épuisé le marché de l'intérim, on a épuisé le marché de l'emploi. On a même l'école Sainte-Julienne qui a proposé ses enseignantes infirmières qui nous aident sur le terrain. Donc partout où on peut trouver des infirmières, on les prend. Pareil pour les médecins. Moi, s'il y a des médecins motivés pour venir aider, ils sont plus que les bienvenus. On va bien avoir besoin de toutes les mains, des mains qualifiées, parce que si on doit consacrer du temps de ces gens qualifiés pour former des autres, plutôt que de soigner les malades, c'est pas le moment. Ça, ce n'est vraiment pas le moment. Donc pour le moment, c'est vraiment un besoin de personnel qualifié. Par contre, des bénévoles pour d'autres choses, ça, on a déjà tout notre personnel qui est mis à l'arrêt par l'arrêt des blocs opératoires, etc., tout le personnel administratif qui est déjà formé à une hygiène avancée et donc qui nous fait du soutien logistique pour tous ces gens-là, puisqu'on a pris toute une série de décisions pour faciliter la vie du personnel. Les repas sont gratuits pour les infirmiers, on leur fournit l'équipement pour se nettoyer avant de rentrer chez eux. Donc voilà, tout est organisé pour essayer qu'ils soient le moins en détresse possible, parce qu'on sait que les jours vont être difficiles. Il y a beaucoup de questions de nouveau sur le web, sur la page Facebook, concernant notamment les écoles et le fait de... Est-ce qu'il ne faut pas revenir comme la première fois en confinement? On ferme les écoles, on ferme les transports en commun également. Francine, Alexandra, enfin voilà, il y a beaucoup de questions autour de cette décision qui n'ont pas été prises jusqu'à présent. En dessous de 12 ans, maintenant, on a quand même des mois et des mois de recul pour montrer qu'en dessous de 12 ans, on ne va rien gagner, on va pas gagner grand-chose. Par contre, on risque d'avoir plein d'infirmières qui ne sauront plus venir travailler parce qu'elles doivent garder leurs enfants ou autres. Donc là, la balance entre le gain et la perte est plutôt dans le sens de continuer les écoles à moins de 12 ans. Au-dessus de 12 ans, là, on peut poser la question, surtout particulièrement parce qu'ils viennent remplir les bus et que tout le monde a partagé des photos de bus. C'est vrai que parfois, c'est impressionnant. Et même avec le masque, on peut quand même se demander s'il n'y a pas de la transmission virale là-dedans. Donc là, pour moi, la question se pose différemment. Ici, ils ont dégradé en mode orange, on verra bien, mais c'est peut-être une deuxième étape dans la gestion de cette épidémie dans les prochaines semaines. C'est une réflexion particulièrement sur l'enseignement supérieur et sur la tranche 15-18, par exemple. Alors le testing, évidemment, il est sur toutes les lèvres, hein. On en parle beaucoup, ça a été très compliqué la semaine passée. On a eu des dizaines de questions au sujet du testing. Je vais vous en lancer une là maintenant. On a dû les trier, on a dû faire des choix. Celle-ci, voilà, on entend que les centres de testing sont saturés, ils doivent fermer, que les gens vont se faire tester par milliers dès l'aube. Ne devrait-on pas arrêter le testing pour les gens qui n'ont pas de symptômes et que ceux qui aient des symptômes restent chez eux en quarantaine et se soignent simplement? Donc là, la première chose, c'est que si c'est difficile d'aller se faire tester, il faut surtout s'isoler. Il ne faut pas se dire, comme je ne me fais pas tester, je ne suis pas malade. Voilà. Ça, il faut arrêter le délire. Mais par contre, effectivement, le testing, on est en galère parce que l'offre dépasse la demande, c'est tout. Parce que le centre national qui devait nous aider n'est toujours pas ouvert alors que ça fait un mois qu'il devrait l'être. Et ça met tout le système par terre. Le système est par terre. C'était quasi mission impossible de se faire tester la semaine dernière. Et malgré que c'était mission impossible, tous ceux qui se sont fait tester sont quasi positifs. On voit les chiffres. Les courbes continuent à monter alors que franchement, il fallait vraiment avoir envie pour se faire tester la semaine dernière. Je pense que le système va changer parce qu'il est au bout du bout, il n'y a plus de solution. Et ce soir, je sais que l'État se réunit pour décider une autre stratégie de testing. Donc, probablement que les asymptomatiques ne seront plus testés, ou s'ils sont testés, ils seront probablement testés en pharmacie avec des tests rapides, puisque la Belgique vient enfin de commander 3,5 millions de tests rapides durant le week-end. En France, ils fonctionnent comme ça, hein, avec les tests rapides dans les pharmacies déjà depuis quelques mois. Oui, ils fonctionnent comme ça. Alors les tests rapides sont moins efficaces. Je dirais parce qu'il y a plus de faux positifs. Oui, mais entre ça ou ne rien avoir parce que le centre est fermé, alors le top du top, c'est la PCR, mais le mieux est l'ennemi du bien. Il faut attendre 5 jours, de toute façon, les résultats... Ça ne sert à rien. Donc voilà, à un moment donné, il faut faire preuve de pragmatisme et revenir à du bon sens. Et là, visiblement, le gouvernement s'est éveillé, donc je suis content. Donc il va y avoir des annonces à ce sujet-là, vous pensez, dans les heures qui viennent alors? Dans les heures qui viennent, oui. Dans un instant, je vais avoir la question de Catherine à vous proposer, mais juste avant ça, une remarque d'André sur Internet qui dit « J'ai 78 ans, excusez-moi de vous dire que toutes nos actualités des médias deviennent barbantes.
j'imagine. Depuis des mois, on nous casse les pieds de Covid. Sommes-nous tous devenus des enfants d'école gardienne? Je n'achète plus les journaux, le reste va suivre. J'ai envie de dire, André, vous avez bien raison, éteignez votre télévision. À un moment donné, il faut pouvoir aussi prendre du recul, ne peut-être plus acheter les journaux. Effectivement, il y a aussi l'aspect santé psychologique, parce que c'est vrai qu'on est abreuvé d'informations autour du Covid. Il faut pouvoir, comme on dit, débrancher la prise à certains moments et prendre du recul par rapport à tout ça. Moi, j'ai d'autres projets pour mon hôpital et pour des projets de médecins. J'aimerais bien pouvoir faire autre chose de mes journées, sincèrement. Voilà. Je suis comme tous les médecins du royaume et tous les Belges. Enfin, particulièrement nous, médecins, on est devenus prisonniers du Covid. Mais voilà, dès que je pourrais un jour parler d'autre chose et me concentrer à autre chose, sincèrement, je le ferai parce que j'en ai marre aussi. Je pense que c'est pareil pour nous. Comme nous, et là c'est le rédacteur en chef qui parle, dès qu'on pourra arrêter de parler complètement du Covid, promis, on le fera et on sera très très content. En attendant, c'est difficile de passer à côté lors d'une émission santé. Donc vous parlez d'une question de Catherine. De Catherine, tout à fait. On va la lancer, cette question. Catherine qui disait « J'ai contracté le Covid en avril de façon asymptomatique et ce mois-ci avec symptômes. Serait-il possible de le refaire une troisième fois? Si oui, pensez-vous que c'est parce qu'il y a plusieurs souches différentes ou plutôt parce que l'immunité contre ce virus est limitée dans le temps? » Alors, il y a beaucoup de souches différentes, mais généralement, quand on est immunisé contre une, on est immunisé contre tout pour le moment. En tout cas, dans le millier de souches différentes, il y a un bon millier. Par contre, l'immunité, il y a des gens qui s'immunisent plutôt longtemps et fort, et il y a des gens qui s'immunisent quasi jamais à chaque fois. Donc, c'est de la loterie. Il y a, je dirais, un tiers des gens qui sont bien immunisés de manière durable et deux tiers qui s'immunisent de manière faible, voire pas du tout. Ce qui fait que l'immunité collective, c'est pas à gagner d'avance. Il faut sûrement pas miser là-dessus. Ben, aujourd'hui, en tout cas, ce serait faire porter pour les personnes à risque un énorme risque et faire porter pour les hôpitaux un énorme risque parce que ces gens-là se retrouvent dans les hôpitaux et quand on a tous ces gens-là dans les hôpitaux, on ne sait même plus soigner une fracture ou quelque chose comme ça. Donc c'est ce qu'on veut éviter ici. C'est l'objectif de parler du Covid et d'essayer que les gens soient convaincus de rester prudents ces prochaines semaines, c'est de pouvoir soigner tout ce qui n'est pas Covid. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut soigner tout le monde. Et là déjà aujourd'hui, on ne sait même plus soigner ce qui n'est pas urgent en province de Liège. Il faut s'imaginer. Ce qui n'est pas urgent, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui peut vous entraîner une paralysie dans 2 mois, ce n'est pas opéré. D'accord. C'est aussi le sens de votre appel, parce qu'à un moment donné, s'il y a trop d'admissions, il va falloir faire une sorte de sélection, il n'y a pas de choix. Et là, ça devient compliqué pour le médecin que vous êtes, pour tous les médecins, pour tous les soignants, évidemment. C'est de devoir établir, selon une grille qui a déjà été établie, j'imagine, j'accepte tel patient, je n'accepte pas tel patient. Mais le tout début où j'ai été médiatisé, c'était suite à quelque chose que j'avais écrit sur mon blog, et une des dernières lignes, c'était de dire que moi, je n'avais pas fait la médecine pour ça et que je n'avais pas envie de le faire. Et que j'encourageais tout le monde à être prudent dans ses relations sociales, parce que je crois qu'il n'y a aucun médecin en Belgique qui a envie de le faire. Voilà, alors j'espère encore ne pas le faire. J'espère qu'on aura la solidarité des autres provinces. Ça, maintenant, c'est acquis. Depuis 14 heures aujourd'hui, les autres provinces vont aider la province de Liège. Ouf, je suis soulagé. J'espère que ça suffira, que la Belgique ne va pas s'emballer. Apparemment, l'Allemagne propose éventuellement de l'aide avec les hôpitaux. J'espère que ça va aller. J'espère qu'on va tout faire pour ne jamais y arriver. Moi, ces images de la Lombardie et les témoignages de médecins que j'ai reçus, puisqu'on a des échanges entre médecins au niveau international, font froid dans le dos. Faut que... Si je pouvais éviter ça dans ma carrière et dans ma vie d'homme, je serais vraiment très heureux d'y arriver. Vous parlez de Lombardie, d'Italie. Il y a une question qui est au sujet de l'obésité, justement. Elle va arriver. C'est une question où j'ai envie de vous demander, est-ce que le profil des patients actuels est le même qu'en mars? Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'on s'est reparlé du profil des patients? Alors, on a plus de jeunes qu'en mars. C'est effectivement des jeunes qui sont majoritairement avec... un problème de santé de type obésité ou hypertension artérielle, voire les deux, voire parfois du diabète, mais ça c'est plus rare. L'obésité est quand même le facteur qu'on trouve. C'est 3 facteurs aggravants. Oui, c'est 3 facteurs aggravants qu'on trouve. Et c'était déjà les mêmes au mois de mars. Simplement, voilà, c'est plus les jeunes, mais je pense que simplement le virus s'était plus brassé chez les jeunes. Quand je parle des jeunes, c'est la tranche 35-50 ans. Hein, c'est cette tranche-là qui
qui étaient aux soins intensifs au mois d'août et qui est encore ici, mais en plus grand nombre. En dehors de l'hôpital, là, on a des personnes plus âgées qui sont revenues aussi depuis maintenant 7-8 jours. Dans les unités Covid, en dehors des soins intensifs que vous avez filmés, là, l'unité de ma collègue, les patients ont entre 70 et 85 ans. Il n'y a pas de jeunes. On avait une question à propos de l'obésité, effectivement, ce facteur de risque, on vient d'en parler. Il y a une question aussi de manière beaucoup plus générale. Pourquoi ne teste-t-on pas toute la population en une semaine comme le fait la Chine, qui semble maîtriser l'épidémie? Je vais rajouter simplement qu'en Chine, ils ont débuté genre au mois de janvier, ça a duré pendant quelques mois, ils ont pris des mesures effectivement très strictes, ils ont limité peut-être les libertés de leur population, ça a duré pendant un certain nombre de mois. Nous, on a commencé au mois de mars, on est maintenant quasiment au mois de novembre, et on n'en est toujours pas sorti. Quel est votre regard par rapport à cela? Eh bien, voilà, c'est le prix à payer pour vivre en démocratie, honnêtement, c'est ça la réalité. C'est en Chine, je rappelle que quand il y a quelqu'un qui était positif, il était mis, s'il n'était pas trop malade ou asymptomatique, il était mis dans un stade de foot en quarantaine, enfermé. Sa famille était prise de force et mise à l'hôtel, dans un hôtel de quarantaine aussi. Les gens étaient pistés avec des caméras, les applications, la totale. On faisait du test de masse, mais sans laisser le choix aux gens s'ils voulaient tester ou pas. On a mis effectivement des moyens colossaux dans ce testing. Nous, ici en Belgique, on sait faire 70 000 tests par jour. On est 11 millions d'habitants. Donc si on veut, avec les 70 000 tests par jour, tester les 11 millions d'habitants, il nous faudra un an. Alors tout de suite, on se marre. Donc voilà. Ça me donne envie de vous raconter l'histoire de Christian qui nous envoyait son histoire qu'on a essayé de résumer. J'ai contracté le Covid en août. J'ai été en quarantaine 14 jours. Je veux repasser le test avant de reprendre le travail. On m'explique au drive que ça ne sert à rien car il reste des fragments morts du virus dans mon corps. Je resterai positif encore au moins 3 mois, mais immunisé 3 mois. Le tracing a donc prolongé ma quarantaine ainsi que celle de mes filles. Quid de l'immunité et quid de la nécessité de refaire des tests en disant les 3 mois vu ces résidus détectables via test PCR. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, là, évidemment. Si on est toujours positif au test, mais on n'est plus contagieux. Voilà, c'est un peu... On sait maintenant qu'au mois de juillet, il y a une partie des tests qui étaient des faux positifs, comme on décrit là. C'était des gens qui avaient été malades, mais qui n'avaient pas été testés au moment où ils étaient malades. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Et évidemment, sûrement pas pour tous les hospitalisés que j'ai chez moi, qui sont hospitalisés pour une pneumonie, avec une image au scanner de virus, une PCR positive à virus. Donc là, il n'y a plus de discussion à avoir. Mais effectivement, au mois d'août, il y a une partie des positifs qui étaient des vieux malades. Dans les hôpitaux, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc quand on respecte cet isolement, cette quarantaine, qu'on n'a plus de symptômes, qu'on n'est plus malade, est-ce qu'on doit plus vouloir se faire tester? Il faut aussi raisonner ainsi. Oui, effectivement, dans les 3 mois qui suivent, ça n'a pas de sens d'être testé. Voilà, on est au moins protégé 3 mois par le virus. Si on est sûr que la première fois qu'on a été malade, c'était le virus, alors ça n'a plus aucun sens. C'est ce que j'ai dit en rigolant à quelques copains dans le mois qui a suivi mon infection à moi. C'est que là, moi, j'étais au moins tranquille pour ce mois-là. Donc voilà, j'étais content, mais maintenant, je ne peux plus dire ça. Mais la question qui revient systématiquement, je pense qu'on en a eu au moins 100, c'est cette immunité, elle dure combien de temps? Vous n'êtes pas magicien, vous ne savez pas répondre, j'imagine, précisément, mais elle dure au moins 1 mois pour les anciens malades? Oui, même 3 mois, on peut dire que 3 mois c'est bon. Après, voilà, il y a des gens qui sont immunisés au moins 1 an, puisqu'on a 1 an de recul. Au-delà, on ne sait pas dire. Dans les autres coronavirus, comme le SARS-1, là, on a des gens qui, 8 ans après, étaient encore immunisés, mais ils ne sont pas nombreux. Mais il y en avait pour qui l'immunité tenait bon, et d'autres pour lesquels l'immunité ne tenait pas bon. Et c'est tout le défi du vaccin, c'est d'arriver à faire un vaccin qui permet d'avoir une meilleure immunité que d'être contaminé. Donc moi, en clair, je devrais me faire vacciner, même si je l'ai déjà fait. On rappelle effectivement qu'autour de cette table, eh bien, vous avez déjà été atteint, et Fanny, vous avez été également touchée. Donc vous savez exactement de quoi vous pouvez parler là maintenant. En quelques mots, là maintenant, tout va bien. Ça va mieux. Mais c'est de la réalité. On n'est pas en train de parler... Voilà. Ça va mieux.
Mais voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait. Beaucoup de gens parlent d'autres séquelles. Voilà. On verra un peu comment ça se passe. Exactement. Des remarques sur Internet, sur Facebook. Merci. Il y a quelques remarques de personnes qui en ont un peu marre que l'on parle du Covid, mais globalement, vous nous remerciez pour le travail que l'on effectue et cette émission autour de la santé. C'est bien l'objectif, c'est de vous informer tout simplement. Une question de Bernadette. Puisqu'on parlait du système immunitaire, justement, de savoir comment le stimuler. Est-ce qu'il y a un moyen, effectivement, d'une manière ou d'une autre? Quand parlerons-nous davantage du système immunitaire et de comment le stimuler? Voilà la question de Bernadette. Alors, notre système immunitaire, déjà, à la base, il faut bien se rendre compte qu'il est stimulé tout le temps. On ne mange pas des aliments stériles. Quand on met quelque chose en bouche, c'est en principe bourré de germes, même quand on l'a mis au frigo. Et donc, on est stimulé en permanence. Hein. Un homme de 70 kg, il a 2 kg de bactéries dans son intestin, en permanence sur lui. Donc, le système immunitaire, il est tout le temps stimulé. Maintenant, on peut l'aider à être encore plus efficace. Ce qui montre une efficacité avec le coronavirus, le seul truc qui a montré une efficacité, c'est la vitamine D. Maintenant, là, on a vraiment des résultats qui montrent que chez les gens carencés, et là, vu le temps, je peux vous dire qu'il faut y aller, eh bien, il faut de la vitamine D. Le reste, la vitamine C peut aider, mais voilà, le sélénium peut aider, le zinc peut aider, la glutamine peut aider, c'est tous des petits cocktails, etc. Une alimentation saine et faire régime si vous êtes obèse, ou en tout cas ne pas être obèse, ça aide aussi l'immunité en général, pas qu'avec le coronavirus. Garder le sport aussi aide à entretenir l'immunité. Et donc voilà, il faut rester fit globalement, et ça va vous aider à avoir une immunité. Prendre un truc qui va vous stimuler l'immunité juste là pour 3 mois et puis qui va s'arrêter, ça, il n'y a pas de grandes preuves scientifiques là-dessus. Maintenant, voilà, tout le monde peut essayer ces cocktails. Tant que ça ne fait pas de mal, ça pourrait faire du bien. On peut peut-être parler un instant des tests salivaires. Je ne sais pas si vous saurez répondre, mais on s'interroge à ce sujet-là, puisque la distribution des tests salivaires était à peine intégrée, qu'apparemment, maintenant, il n'y a plus de distribution de ceux-ci. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est définitif? Est-ce qu'il faut espérer encore miser sur ces tests salivaires? Non, pour le moment, il y a surtout un problème d'engorgement des zones de résultats. Donc là où on analyse ces tests dans les zones d'analyse, il y a un engorgement, il manque des machines. L'État doit donner des machines à l'ULG. Enfin, il y a eu un coachat donc, qui tarde à arriver. Et donc on peut espérer que les tests se remettent en route, mais là ils sont en train de rattraper le retard, donc c'est un peu pour ça qu'on a tout fermé. C'est quand on arrive avec des résultats qu'on donne 5 jours plus tard, il vaut mieux fermer 5 jours, rattraper son retard et puis réouvrir que d'accumuler ce retard et le faire en plus progresser. Donc c'est l'idée qu'on a eu tous les centres de tests, y compris les tests salivaires, c'est à un moment donné, plutôt que d'avoir du retard, on arrête parce que ça n'a pas de sens. Autre question qui nous a été posée, je pense que c'est une remarque que vous aviez formulée concernant les personnes qui portent un masque et qui, même si elles tombent malades, seraient moins impactées, en tout cas de manière plus dure, voilà, ou moins grave, effectivement. Vous pouvez réexpliquer un peu? Oui, donc il y a maintenant 17 études dans la littérature scientifique qui montrent qu'effectivement, il y a un effet entre la quantité de virus qu'on reçoit au moment où on se fait contaminer, dans les minutes où on se fait contaminer, et le risque de faire une forme de maladie grave après. Et donc, moins vous avez de virus au moment où vous êtes en contact avec la personne qui vous contamine, moins vous avez de chances de faire une forme grave. Et un des moyens d'éviter ça, c'est que voire les deux, portent le masque. Et donc, ce n'est pas un masque porté parfaitement, puisque vous allez quand même être contaminé, mais même en le portant mal, il va quand même agir en partie, puisqu'il va vous éviter de faire une forme grave. Et donc, tous les gens qui disent « moi, je ne mets pas mon masque parce que c'est trop compliqué à bien porter », se trompent. Et dans les patients que j'ai eus aux soins intensifs ces derniers temps, on voit que c'est énormément de gens qui ont été contaminés sans masque. Tandis que mes personnes de 75 ans qui sont dans mon étage avec des formes moins graves sont des gens qui avaient le masque. Et donc, pour le moment, ce qui se passe sur le terrain semble corroborer ces 17 études qui sont sorties. Donc le masque, plus que jamais, c'est vraiment le moment de le porter, parce que tout ce qu'on pourra faire pour que j'ai un malade de moins dans l'hôpital,
sincèrement, ça nous aidera. Si les gens veulent nous aider, plutôt que d'applaudir, qui gardent la distance sociale, qui fassent attention et qui portent le masque, je préfère ça qu'applaudir. Et se laver les mains également. Deux petites remarques. Tout d'abord, quand vous portez le masque, vous vous protégez et vous protégez les autres, c'est important. Deux, sur ce plateau, je rappelle, parce qu'on peut avoir des remarques, on est à plus d'1,50 m tous les trois et nous avons nos masques que nous avons portés pour venir sur le plateau. Donc que les choses soient claires. Voilà, nous les avons bel et bien tous les trois. Voilà, Fanny. Et je dois dire que c'est extrêmement bien ventilé, le plafond est très haut et j'ai un courant d'air froid. Donc la ventilation aussi est importante. Et ici, le studio, à cause de toutes les lampes, est extrêmement bien ventilé. Il faut faire attention à la ventilation si vous enlevez le masque dans une pièce où il y a une autre personne avec vous. Obligé de parler toujours du vaccin qu'on attend et on s'inquiète évidemment. Une question qui a été posée, on entend dire que le vaccin ne sera pas là avant 2022. Qu'en pensez-vous ? Alors, vous savez sans doute mieux que nous. Madame De Blok a déclaré sa dernière semaine de ministre qu'elle avait commandé et qu'elle serait livrée de 1,5 million de doses de vaccins à mi-mars. Bon, j'en sais rien, j'ai pas eu le bon de commande. La phase 3 est toujours en cours du vaccin AstraZeneca qu'on a commandé. AstraZeneca communique pas là-dessus, il communique ni sur le fait qu'ils seront bien prêts en mars, ni sur le fait qu'ils ne le seront pas. Les articles qui parlent de 2022 dans la littérature, c'est des articles sur les vaccins américains et c'est dans le cadre de la campagne des scientifiques qui essayent de reclaper Trump pour le moment, puisqu'il y a une lutte de tous les scientifiques américains contre Trump en ce moment aux États-Unis et ça fait partie de la contre-communication anti-Trump aux États-Unis. En Europe, est-ce que ce sera 2022 ? Moi, je pense que non. Il y a quand même 168 boîtes qui sont en train de fabriquer du vaccin pour le moment. 168 vaccins différents. Vous avez l'air plutôt optimiste. Par rapport à 2022, oui. Maintenant, par rapport à mars, là, je suis moins formel. Mais 2022, non. Ce sera été au pire. Rappelons que AstraZeneca, c'est une des firmes qui fabrique des médicaments, tout simplement. Oui. Voilà. Une question aussi d'un certain Jean-Michel S., un ancien pongiste de talent, qui a même été champion du monde, que j'ai rencontré hier, et qui me disait, là, il me pose une question simple, c'est effectivement, comment peut-on se dire bonjour sans prendre de risque? Le check avec la main, vous savez, quand on se touche le poing, est-ce qu'il y a un risque de contaminer comme ça? Dès lors, vaut-il mieux simplement croiser les bras pour éviter vraiment tout contact peau à peau en quelque sorte? Bah oui, le mieux c'est croiser le bras, mais si vous mettez le poing ou vous lavez la main tout de suite après avec du gel, le risque est nul aussi, hein, donc ça dépend ce que vous faites juste après. Si vous faites un check et puis que vous allez malaxer des pâtes pour faire du hachis, bah là vous êtes contaminé. Donc il faut juste réfléchir à ce qu'on fait après. D'accord. Donc, mais bon, dans l'absolu, dans l'absolu, c'est pas. S'il n'y a pas de contact peau à peau, c'est mieux. Voilà. Mieux. Parce que c'est vraiment avec les paumes des mains qu'on saisit les objets et qu'on les amène à la bouche. Donc il faut vraiment réfléchir à ce qu'on amène à la bouche. C'est pas la main qui contamine, c'est la main qui vient à la bouche ou au nez qui vous contamine. Aux yeux également. Aux yeux également. Les muqueuses de manière générale. Quoi. Ok. Peut-être qu'on a le temps pour une toute dernière. Enfin, on essaye cette question de Liliane, où elle veut qu'on refasse un parallèle avec la grippe. Elle demande si on peut lui reparler des années 2017-2018 avec les chiffres de la grippe, les décès et la saturation dans les hôpitaux à l'époque. C'est pas la même maladie, mais selon elle, voilà, on ne parle pas du tout de grippe en 2020. Pourtant, est-ce qu'elle est bien présente, cette grippe saisonnière ? Ben donc là, avec la mortalité qu'on a aujourd'hui en Belgique, et donc je ne peux pas parler de la mortalité à venir, mais la mortalité aujourd'hui de 2020 en Belgique est déjà 10 fois supérieure à la mortalité de la grippe, ou 8 fois, entre 8 et 10 fois, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on est à saturation lors de certaines grippes, mais on est à saturation en continuant toutes les opérations chirurgicales, en n'arrêtant rien. Ici, on doit tout arrêter, donc c'est totalement différent, et en plus, même en arrêtant tout, on va encore avoir des choses dans les 15 prochains jours. Donc, dire « oh, c'est comme la grippe d'habitude », non, ce n'est pas comme la grippe d'habitude. Parce que le nombre de cas est bien plus élevé. Parce que le nombre de cas est bien plus élevé et que tout le monde s'infecte en même temps. Et que la contagion est plus rapide que la grippe. Oui, le virus est plus contagieux. Alors, c'est un peu plus contagieux, mais surtout, comme personne n'est immunisé dans la population, tout le monde le fait en même temps. Et du coup, ça sature les hôpitaux. Finalement, si on pouvait s'infecter en 3 ans, 4 ans, et finalement tous être infectés,
ce ne serait pas une maladie très dramatique en termes de mortalité. Chaque mort, ça va être dramatique pour la personne qui est morte, évidemment. Ça, je ne dis pas le contraire, comme la grippe, comme d'autres maladies. Mais ici, le problème, c'est que c'est concentré. D'accord. En 10 secondes, faut-il tout de même faire son vaccin anti-grippe? Est-ce que c'est utile? Alors, si vous pouvez en avoir, oui, parce que c'est en rupture de stock. Hein, là aussi, on s'est encore préparé comme des manches. Donc, si vous pouvez, oui, moi, je vais le faire. Parce que quand on va être à court de test, ou si vous faites les deux, il y a malheureusement un Italien jeune qui a fait la grippe et le Covid en même temps, il s'est retrouvé aux soins intensifs. Là, c'est vraiment le mauvais duo. D'accord. Donc, il faudra rester attentif à la grippe qui nous guette aussi, évidemment. L'émission va se terminer ici. J'imagine qu'on aura l'occasion de vous revoir dans les semaines à venir. Il reste encore plein de questions. Il reste beaucoup de questions. Bon, voilà. On a dû faire des choix. Elles sont mises de côté. Merci beaucoup, Philippe De Vos, pour tous vos éclaircissements. Je vous en prie. Et moi, j'espère ne plus venir, parce que ça voudra dire que tout va mieux. Nous espérons aussi ne plus vous inviter. Merci, Philippe, en tout cas, d'avoir relayé les questions des téléspectateurs. Désolé pour toutes ces questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Aujourd'hui, on a fait de notre mieux, mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Merci, en tout cas, de nous les avoir envoyés. Merci de votre fidélité. On vous souhaite à tous une excellente soirée.